Oui, oui, on y va. Parti, on y va. Bien, donc bienvenue dans cette nouvelle session de l'échappée du dirigeant. Donc aujourd'hui, cette session est consacrée en fait à la symétrie des attentions et tout particulièrement à l'impact en fait de l'engagement client et l'engagement collaborateur sur la performance de l'entreprise. Et on pose la question de si tout était lié, mais on a eu beaucoup de réponses par l'affirmative dans nos différents échanges LinkedIn. Je pense que ça fait aucun doute pour personne que les deux sujets sont liés. Ensuite, aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est on va essayer d'être dans quelque chose de très concret puisque notre promesse, en fait, c'est d'apporter des solutions concrètes et immédiatement actionnables, en fait, par vous. N'hésitez pas, bien entendu, à utiliser le chat pour l'interactivité. C'est sûr que plus il y aura de questions, plus ce sera interactif, plus ce sera ancré sur vos réalités à chacun. Donc, n'hésitez pas. Et on va essayer avec Frédéric de partager nos... Est-ce qu'on peut dire 60 ans d'expérience cumulée ou 70 ans? Voilà, je ne sais pas, Allez, on n'a pas compté, mais beaucoup. Mais là, tout à coup, ça fait... Enfin, voilà, mais c'est la seniorité, c'est bien. Et l'intérêt, c'est des expériences cumulées RH d'un côté et marketing de l'autre. Hello Christian, bienvenue. Bonjour Frédéric, bonjour Violaine. Et on a une conviction forte qu'on partage avec Frédéric, c'est que on peut pas siloter en fait. Il n'y a pas d'un côté le business et les clients et de l'autre côté les collaborateurs et les RH. Et on est au quotidien, Frédéric et moi, confrontés et depuis toujours à la nécessité en fait d'être de bout en bout en fait sur les sujets. Voilà. Alors, donc on va vous parler d'une démarche donc de symétrie des intentions qui est une démarche stratégique et alors stratégique mais pas non plus c'est pas de la science requête. Hein. La symétrie des intentions, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc la symétrie des intentions, ça repose sur une idée qui est finalement assez simple et fondamentale, c'est que la qualité de la relation qu'une entreprise entretient avec ses clients, elle est directement liée à la qualité de la relation que cette même entreprise entretient avec ses collaborateurs. Donc, pour illustrer ce principe, on a voulu faire un petit clin d'œil à une pub qu'on avait tous vue à l'époque. Alors, à l'époque, c'était Bio, maintenant c'est Activia. Mais le principe, c'était ce qui est actif à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et c'est exactement ça, la symétrie des intentions. Ce qui est actif, l'engagement des collaborateurs à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur par les clients. Donc, la symétrie des intentions, ça a des impacts à plusieurs niveaux. Et puis, surtout, ça s'appelle symétrie des intentions. Donc, on peut imaginer que c'est un concept, un télo, etc. Ça ne s'adresse pas qu'aux grands groupes. C'est un sujet très pratico-pratique. La petite boulangerie d'à côté, la symétrie des intentions, elle se perçoit quand vous allez acheter votre baguette, en fait. Et juste pour insister là-dessus, moi j'accompagne quand même beaucoup de PME, donc qui ne sont pas des multinationales avec des budgets qui ne sont pas illimités. Et vraiment, il y a des points de performance et de croissance à aller chercher juste en travaillant là-dessus, sans forcément aller investir des budgets supplémentaires. Voilà. Donc, avant de commencer, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'exposé de ce qu'on vous a préparé, on voulait vous challenger un petit peu puis vous poser quelques questions sur vous et votre contexte. Finalement, il y a deux axes. Où vous en êtes d'après vous dans l'expérience collaborateur qu'est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en place entre de rien à beaucoup? Et puis pareil sur le curseur de l'expérience client, où vous en êtes sur l'expérience client, et c'est là où on s'apercevra si c'est symétrique ou pas. Et c'est là, en fait, bon, alors on va pas vous faire l'exercice là aujourd'hui, mais c'est vrai que prendre juste 3 minutes, en fait, ou 5 minutes, ou 10 minutes dans votre codir ou dans votre réunion managériale, vous dire finalement, on en est où, nous? Donc, si vous êtes en 4, c'est que vous êtes vraiment à fond et vous avez déjà pris toute la mesure, en fait, de l'impact de ce sujet. Si vous êtes en 1, là, il y a du boulot, je vous encourage à très, très vite en faire un sujet. Et ensuite, en général, la réalité de l'entreprise, elle est entre les deux, avec, dans certaines entreprises, le poids du corps est plus sur le client, donc on est assez au point sur le client, mais peut-être qu'effectivement, il y a des trous dans la raquette côté collaborateur. Mais en tout cas, faire ce petit état des lieux permet tout de suite d'identifier les sujets prioritaires à adresser dans votre entreprise. Voilà. Et en fonction du niveau de symétrie où on est, on peut aussi progresser. On peut être dans le cadran numéro 4 et être
proche du centre ou bien être tout en haut en fonction de comment on se positionne par rapport aussi à son secteur, à la concurrence. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là aussi qui rentrent en ligne de compte. Et juste attention à un biais, c'est pas parce que vous êtes en 4 que vous êtes au bout du chemin. C'est-à-dire que c'est encore plus exigeant. C'est-à-dire quand on est vraiment au rendez-vous des deux côtés, du coup, ça met un coup de pression supplémentaire pour l'entreprise parce que quand on est déjà à un bon niveau, c'est compliqué de faire mieux, mais en tout cas, il ne faut pas faire moins bien. Voilà. Alors d'où ça vient? On ne va pas faire d'histoire trop longue, mais c'est important quand même de le rappeler. C'est un concept qui trouve son origine dans l'avènement finalement de l'industrie du service et on entend parler pour la première fois du concept dans un projet en 94 qui avait été fait par la HR Business Review pour analyser la qualité du service dans un certain nombre d'industries. En France, on entend parler du terme pour la première fois. Vous avez peut-être entendu parler de cette initiative. C'était l'Académie du service avec à l'initiative notamment d'entreprises, de groupes d'entreprises dont Accor, avec un sujet autour du management du marketing des services. Donc, c'est le début en France de ce terme et la première fois qu'on utilise le terme. Il y a eu une période aussi très dense. Vous avez aussi peut-être entendu parler de ce livre best-seller Employees First, Customer Second, qui a contribué largement au déploiement du concept. Et puis, finalement, l'épidémie de Covid, avec tout ce qui est autour de la culture du care et de l'attention portée aux collaborateurs, avant même de servir les clients, est venue encore ajouter une couche au sujet. Et donc ça, c'est l'histoire, les fondements, c'est important de l'avoir en tête, mais le plus important, c'est de voir comment ça fonctionne. Et vous l'avez là dans le petit dessin à côté. Donc finalement, une entreprise, si on peut revenir vite sur le petit dessin, l'entreprise, elle a une promesse, c'est les équipes qui la délivrent et qui la mettent en œuvre, et c'est le client qui en perçoit l'impact et qui reçoit la promesse qui est délivrée. Donc c'est finalement ce triptyque d'une promesse faite, d'une promesse délivrée et d'une promesse perçue. Oui, sachant qu'après, ces notions de valeur, en fait, elles peuvent tourner dans tous les sens, en fait, parce qu'il y a aussi la valeur promise aux collaborateurs et la valeur perçue, la valeur promise aux clients, la valeur perçue. Donc, en fait, vous l'avez de tous les sens. En tout cas, ces trois notions de valeur, c'est pas parce que l'entreprise a décrété, donc en fait, on est au clair, en fait, et qu'on est au carré, en fait, sur toutes ces dimensions. Alors, donc, pourquoi n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fil de l'eau. Ou des commentaires, n'hésitez pas. Effectivement, alors en fait, juste là, c'est toujours bien de mettre quelques chiffres. Alors il y a toujours plein d'études, mais là, par exemple, Gartner qui montre que quand on a vraiment aligné en fait ces sujets-là, et qu'on a bien travaillé sur la partie notamment collaborateur, on peut aller chercher jusqu'à 54% de performance. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes une petite entreprise qu'en fait ça peut avoir un très très gros impact en fait sur la performance de votre entreprise. Et que en fait, cette notion de qualité perçue et de qualité délivrée, en fait, elle est vraie sur tous les publics de l'entreprise. Donc là, on va faire un focus sur collaborateurs et sur clients, mais vous pourriez le faire sur toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et qu'il y a un sujet, en fait, pour chacune des parties, c'est cette notion de moment de vérité. Donc, on est très à l'aise pour parler des moments de vérité, en fait, en marketing, parce que ça fait partie intégrante des parcours d'achat et des parcours clients. Mais ces moments de vérité, ils sont aussi importants côté collaborateurs. Et que c'est parce qu'on a bien identifié ces moments de vérité, qu'on les accompagne comme il faut, notamment les moments de vérité qu'on a identifiés comme étant critiques par rapport à notre activité, en fait, qu'on va aller chercher en fait de la qualité. Et j'aime bien parler moi de robustesse plutôt de performance, parce qu'en fait, avant d'être performante, une entreprise doit être robuste. Et c'est parce qu'elle est robuste qu'elle peut être performante tout le temps. Si elle n'est pas robuste, elle ne peut pas être performante tout le temps. Elle ne peut pas s'inscrire en fait dans le temps long. Et que finalement, l'expérience en fait client, en fait, la relation client, elle est faite, elle est construite, elle est motorisée, elle est animée par le collaborateur. Donc, si l'expérience collaborateur est au rendez-vous, forcément, l'expérience client déjà a toutes les armes, tous les outils et toutes les capacités en fait à être de bon niveau. J'ai toujours un peu de mal à passer d'une slide à l'autre. Hop. Voilà. On va commencer à rentrer dans le concret. Parce que là, donc, on est arrivé sur des notions qui étaient un peu génériques, je pense que vous connaissez tous, mais c'est toujours bien de repartir en fait des fondamentaux. Et on a fait un petit zoom en fait sur trois entités qui ont potentiellement fait parler d'elles à un moment donné. Mais donc, par exemple, au Futuroscope. Le Futuroscope, en fait, s'est vraiment mis il y a quelques années dans une logique, en fait, a mis en œuvre en fait un plan de symétrie des attentions qu'ils ont appelé ECU, donc expérience client-collaborateur unique. Donc les C, c'est à la fois client et collaborateur, et
cette notion de unique, c'est qu'il n'y a pas d'un côté l'expérience client, de l'autre côté l'expérience collaborateur. On est vraiment en fait sur une symétrie, et donc ils ont parlé de l'ECU. Et un petit truc rigolo, en fait, bon, ils ont mis en place des baromètres, ils se sont mis en capacité en fait de mesurer ça, mais concrètement, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut être concret. Un parc tel que le Futuroscope, c'est très très grand, et ils ont mis en place en fait un service spécifique pour les employés de trottinettes en fait électriques pour se déplacer dans le parc. Donc ils ont vraiment fait attention à leurs collaborateurs qui, je pense qu'ils n'avaient pas de mal à faire 10 000 pas par jour, et c'était un sujet qui pouvait être un peu irritant parce que fatigant. Et ben ils ont pris la mesure de ce problème et ils ont mis en place des trottinettes. Donc c'est là montrer aussi que on n'est pas que sur un concept qu'on va travailler dans un bureau, et que concrètement il y a des petites mesures à prendre, toutes simples, qui permettent en fait de vraiment contribuer efficacement à cette expérience de bon niveau. Moi, je vais vous parler de l'hôpital, parce que la symétrie des attentions, ça ne concerne pas que les entreprises privées, ça concerne toutes les organisations. Hein. Finalement, la poste qui est passée de l'usager au client, c'est aussi, ça relève de la même idée. En tout cas, ce qu'on voulait aussi souligner, c'est l'hôpital. Il y a eu plusieurs initiatives qui sont arrivées de manière conjointe autour de l'hôpital, et il y a eu en même temps plusieurs initiatives différentes dans des hôpitaux en France pour répondre à deux sujets qui étaient le besoin finalement de distinguer l'hôpital où on soigne la maladie, donc le cure, où on soigne la personne qui est malade, et puis le care où on prend soin de l'humain et où on s'occupe de la personne. Donc ça, c'était plutôt du côté des attentes des soignés, entre guillemets. Et en parallèle, l'hôpital faisait face à une déperdition, à un manque d'attractivité des métiers et un problème de fidélisation. Donc, 3 exemples un peu différents. Une initiative au CHU de Lille où ils ont mis en place une offre hôtelière pour les patients de garde. L'initiative de l'hôpital d'Oléron où ils ont construit des parcours de santé avec les professionnels de proximité pour répondre à des sujets de continuité de soins. Et puis, l'hôpital Paris-Saint-Joseph, j'en parle d'autant plus facilement, c'est que j'y étais à l'époque, où il y a eu, c'était en 2017, une offre autour de l'hypnose qui émanait des soignants. Et en plus, c'était très intéressant parce que ça émanait aussi bien des médecins que des infirmières. C'était comment on met en place une offre d'hypnose pour aider les gens à aller faire un IRM ou à avoir des soins de pansement un peu douloureux. Donc, une initiative qui vient des soignants, mais qui est au service des soignés. Je voulais juste finir par la Maïf, parce qu'il y a un patron emblématique et qui prend beaucoup la parole sur ces sujets-là, qui a en fait commencé par mettre ce sujet d'attention en fait au cœur de son entreprise, puisqu'il est passé entreprise à mission, et qui est passé en fait de la symétrie des attentions à l'attention sincère. Et cette notion de sincère est hyper importante, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas qu'on est dans la symétrie des attentions, mais on le fait sincèrement avec le cœur et avec des vraies actions. Et qui en plus est vraiment dans une… Alors, vous connaissez la Maïf, vous voyez le contexte de la Maïf, vraiment un sujet où à un moment donné, la performance économique de l'entreprise peut être mal vue par des collaborateurs parce qu'on est une mutuelle, etc., et qui réconcilie en fait, qui a à cœur en fait de réconcilier cette notion en fait d'attention avec la performance de l'entreprise et avec la contribution positive de l'entreprise à la société. Donc en fait, il a vraiment une démarche en fait qui est de réconcilier en fait la notion performance économique et attention portée à ses publics et contribution. Et là, tout simplement, par exemple, ils ont mis en place, en fait, ce qu'on fait quand même beaucoup de sociétés qui sont dans ces démarches de symétrie, en miroir, en fait, des indicateurs qui permettent à la fois, en fait, de suivre le climat social et la satisfaction client. Et ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est que ce sujet de climat social, il est traité dans les CODIR, il est traité une fois par trimestre, une fois par an, etc., ponctuellement. Donc, Frédéric, là, je sais qu'au niveau des RH, vous le suivez au quotidien, donc c'est pas un sujet dont vous vous préoccupez que de temps en temps. En revanche, il est considéré au niveau de l'entreprise que de temps en temps, alors que le NPS, la satisfaction client, on va demander au marketing tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, etc., de diffuser la note et de partager cette note. Et en fait, les deux doivent être partagés en symétrie parce que, comme on vient de le dire, l'un impacte l'autre et que à partir du moment où j'ai un indicateur qui est communiqué régulièrement et qui est sincèrement regardé, forcément, en fait, on est vraiment dans
un signal vers les collaborateurs, comme quoi, en fait, on ne fera pas l'un sans l'autre. Voilà. Donc, c'était quelques exemples, en fait, macro qu'on voulait partager avec vous. Et on va rentrer maintenant, en fait, dans la partie plus concrète, donc notre engagement, en fait. On a essayé d'aller vite sur la première partie, qui est, voilà, comment concrètement, en fait, on peut aborder ces sujets-là en entreprise. Et donc, là, ce qu'on vous propose, c'est, on vous a mis 2 cercles en miroir qui montrent le cycle de l'expérience collaborateur et de l'expérience client et qui montrent le parallèle qu'il peut y avoir entre du côté collaborateur, ça commence, on est candidat, et du côté client, on est prospect. Et ensuite, avec tous les cycles de la vie, finalement, du candidat qui devient collaborateur ou du prospect qui devient client, du début à la fin de la relation d'un côté et du début à la fin du contrat de l'autre. Et on peut trouver, donc là, on en a identifié 5, on peut le découper à l'infini, mais on a identifié finalement 5 grands moments. Donc, dans le temps imparti, ça va être compliqué de rentrer dans le détail de tous ces moments. Et le choix qu'on a fait avec Violaine, c'est d'aller faire un focus sur la première étape, qui est la première étape, qui est le onboarding. Et le onboarding, c'est un sujet clé, que ce soit pour le collaborateur ou pour le client. Et dans un deuxième temps, on viendra sur un élément de l'étape 4, qui est comment on fait grandir la relation, comment on développe la relation. Et on ira faire un focus sur une pratique utile pour développer cette symétrie des attentions au travers de ce qui s'appelle l'advocacy. Comment on transforme des clients et des collaborateurs en ambassadeurs de sa marque, en fait. Et je voulais faire un petit aparté parce que c'est aussi ce que j'expérimente, c'est pas l'expérimentation, mais de ce que je vis au quotidien. C'est qu'autant sur la partie acquisition, finalement, ça concerne le marketing avec ses agences pour aller chercher des nouveaux clients. Dès qu'on rentre dans une relation client, c'est vraiment multipartie, c'est-à-dire que la relation client, elle est nourrie, elle est proposée, elle est mise en œuvre par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'il faut que ce soit cohérent, il ne faut pas que ce soit dissonant. Et c'est pour ça qu'en fait, cette symétrie des attentions et le fait de capitaliser sur ses collaborateurs, tous les collaborateurs de l'entreprise, va vraiment être le socle pour avoir une expérience client de qualité. Et vraiment, ce qui est compliqué, et je le vois vraiment au quotidien, c'est qu'à un moment donné, dès qu'on parle client, il faut être dans la transversalité et sur le fait de s'assurer que tous les points de contact et que toutes les parties prenantes sont acteurs de la relation. Du coup, sur la partie onboarding, on voulait… ma maman disait souvent, ça va sans dire, ça va mieux en disant. En fait, si vous invitez des gens chez vous, il n'y a pas de sujet sur le fait que vous allez les accueillir correctement. Les clients, parfois, en fait, on se dit, le commercial, il l'a vendu, il part en courant sur l'affaire d'après, et puis là, il y a une espèce de trou dans la raquette et on a oublié d'accueillir ses clients. Et c'est pourtant le premier acte de la relation, c'est fondamental. Et accueillir son client, en fonction de son contexte d'entreprise, ça passe par plein de choses. Moi, je sais pas, par exemple, quand je fais mes petits paquets Vinted pour ma fille, je mets des bonbons dedans parce que je trouve ça vachement sympa, en fait, de remercier mon acheteur. Et le client, en fait, quand vous l'accueillez, ça peut être un mail de remerciement, ça peut être un appel, ça peut être de la formation, notamment quand on est dans des logiciels, etc., d'usage. L'onboarding et la formation du client est super importante et c'est de la considération pour le client. Et ce qu'il faut bien avoir en tête côté client, c'est ces 3 R, en fait, de la relation client: reconnaissance, romance, récompense. C'est vraiment ce qui va alimenter et ce qui va nourrir la relation client et ce qui va en faire quelque chose de solide. L'accueillir, c'est de la reconnaissance, en fait. Si vous accueillez pas votre client, vous considérez que ça y est, il vous a donné son argent, c'est bon. Ben non, en fait, vous allez le remercier. Et il y a des enquêtes, parce qu'il y a des enquêtes surtout, qui montrent en fait qu'un client qui est bien accueilli, donc onboardé, c'est un mot en anglicisme qui est pas terrible, mais qui est bien accueilli, va être prêt à payer davantage, plus que la moyenne, en fait, de votre service. Alors, ça, c'est très mercantile, mais en tout cas, vous vous mettez en capacité de créer de la qualité, de créer de l'engagement, de créer du réengagement, et notamment dans les modèles SaaS et dans les modèles d'abonnement, on sait que le réengagement, c'est hyper important, et va être en fait prêt à payer davantage, et peut-être d'ailleurs à moins regarder la concurrence, etc., parce qu'il était bien accueilli, il est considéré, donc il a envie de rester avec lui, parce que c'est rassurant, et parce qu'en fait, il est bien chez vous. Voilà. Il est pas un monde parfait.
Et ce qui est valable effectivement pour le client, comme vient de le souligner Violaine, c'est bien sûr valable du côté du collaborateur. L'onboarding collaborateur dans l'objectif d'intégrer et de fidéliser, c'est une étape qui malheureusement est parfois encore sous-estimée dans certaines entreprises. Il y a quand même 45% des démissions qui ont lieu la première année. Et dans ces 45% de démissions, il n'y a pas que des gens qui se sont trompés de boîte, mais qui ont été déçus de ce qu'on leur avait vendu. Ça arrive en fait. Donc, l'onboarding collaborateur, c'est un vrai sujet. Et le point très important à souligner, c'est que ça n'a rien à voir avec une étape administrative ou une étape RH. L'objectif de l'onboarding collaborateur, il est double. Il est de créer une expérience positive et engageante de l'entreprise pour le collaborateur pour qu'il réussisse dans son poste, mais aussi pour l'entreprise pour qu'elle gagne en performance et qu'elle obtienne ce qu'elle attend du collaborateur le plus rapidement possible. Donc, de la même manière que pour l'onboarding client, Violaine vous a parlé des 3 R, moi je vais vous parler des 3 C. Les piliers de la fidélisation collaborateur, c'est le contexte. Et dans le contexte, c'est un onboarding qui va prendre en compte tout ce qui compte pour réussir dans son poste. Donc, c'est quoi le rôle, c'est quoi la mission, c'est quoi les outils et des éléments de formation. Les éléments de culture, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision, c'est quoi l'histoire de l'entreprise, de manière à ce que le collaborateur puisse se projeter dans l'organisation. Et le 3e C, c'est la connexion, et c'est l'équipe au sens large. C'est comment on donne aux collaborateurs, aux nouveaux collaborateurs, les moyens d'appartenir à un collectif. Voilà, et donc, et je rajouterais même un 4e C, ou un culture x2, quand il s'agit d'un manager, il est clé et important de former aussi les managers à qu'est-ce que ça veut dire être manager dans notre organisation, et donc d'avoir un onboarding manager sur la culture managériale, puisque c'est lui-même qui ensuite va devenir la personne en charge de l'intégration des nouveaux collaborateurs dans son équipe. Je reviens à ma première idée, ce n'est pas un processus administratif, c'est un processus partagé, ce n'est pas un processus RH, c'est un processus qui relève aussi du manager, en premier lieu du manager, qui relève aussi de l'IT. On est de plus en plus dans des sociétés connectées. Le nombre de collaborateurs qui, au premier jour, n'ont pas les accès, n'ont pas le matériel, ça donne quand même une mauvaise impression, non ? Et ça arrive malheureusement assez souvent. J'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là et ça faisait partie des petits commentaires que j'ai vus arriver dans les commentaires sur cette partie onboarding. Donc, voilà, l'intégration des collaborateurs à ne pas négliger, un processus partagé et un processus qui est plus ou moins sophistiqué, bien sûr, en fonction du rôle et de la nature, mais c'est valable pour tout le monde quand même. Col bleu, col blanc, cadre de direction, nouvel entrant. Et si je peux me permettre une petite extension, cette notion culture, bon là je ne vais pas vous parler de plateforme de marque parce que ce n'est pas le sujet, mais la culture et l'alignement, en fait, se mettre en capacité dès l'accueil du collaborateur, se mettre en capacité de cohérence et le faire que ses collaborateurs adhèrent aux valeurs de l'entreprise, y compris l'ADN de l'entreprise, et s'inscrivent vraiment dans la philosophie de l'entreprise, c'est ce qui va créer de la cohérence et ce qui va créer aussi, notamment quand on est en relation client, en fait, on a plein de points de contact et il faut que chaque point de contact soit au rendez-vous, en fait, de ce que l'entreprise envoie comme signal à l'extérieur. Et cette cohérence, s'il y a de la dissonance, en tout cas, il y a une rupture, en fait, de confiance. Et du coup, dès le départ, faire en sorte que les collaborateurs déjà été recrutés dans le respect, en fait, que vous recrutiez que des collaborateurs qui adhèrent à la culture de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, et qui se soient appropriés. Et quand j'y approprié, c'est vraiment que dans leur rôle au quotidien, ils sachent en fait ce qu'ils vont actionner pour porter une ou plusieurs valeurs de l'entreprise. C'est hyper important. Et c'est souvent sous-estimé. Et moi, pour avoir été souvent en charge d'équipe marketing et de formation des équipes commerciales. C'est un travail qu'il faut souvent refaire parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris quel était l'ADN et la culture de l'entreprise et donc portaient des messages qui n'étaient pas les bons, en fait. Et on sait aujourd'hui, dans un monde éminemment drivé par les réseaux sociaux, que la dissonance, c'est source de bad buzz et que quand il y a du bad buzz, en fait, forcément, on a du mal, en fait, à aller chercher de la croissance et de la performance au niveau de l'entreprise. Et tout ce qui est dit pendant la phase d'onboarding, il faudra le répéter et le répéter pour rebondir sur ce que vient de dire Violaine. On le dit une première fois dans la phase d'onboarding, mais tout au long du cycle
de vie du collaborateur dans l'entreprise. Il y aura plein de points de contact, comme pour le client, où on aura l'occasion de répéter valeurs, mission, histoire, pour renforcer l'engagement. Et je dirais même plus de répéter et aussi de corriger, d'apporter les mesures nécessaires, parce qu'un manager en fait qui a un comportement qui n'est pas en lien avec les valeurs portées par l'entreprise, ça a des effets en fait vraiment très très nuisibles sur l'ensemble en fait de l'entreprise. C'est que c'est pas cohérent, et même en interne, si on n'est pas cohérent entre ses valeurs et sa politique finalement RH, etc. En fait, ça crée de la dissonance et du coup ça crée du désengagement. Si ça crée du désengagement, tout de suite, côté expérience client, etc., ça crée aussi du désengagement client et de la dissonance. On va passer sur le deuxième point qu'on voulait aborder précisément en fait dans cette notion de symétrie, c'était l'advocacy. Alors là encore, on est sur un mot anglais, mais en même temps, il faut peut-être qu'on essaye de trouver les mots français. C'est un outil très puissant, en fait, cette notion ambassadeur, tous ambassadeurs, en fait. Et je parlais plateforme de marque, image, légitimité, crédibilité, satisfaction. C'est parce que vous êtes en rendez-vous sur tous ces points-là, en fait, qu'il y a une capacité et un capital de recommandation. Donc là, aujourd'hui, on parle de deux publics, on parle des côté collaborateur, côté client. Au milieu, il y a l'entreprise. Chacun de ces publics il y a un centre de gravité dans l'entreprise. Le client, c'est plutôt la responsabilité du service marketing et commercial. Et en tout cas, quand on est vraiment dans un accompagnement de qualité auprès en fait de ses clients, on se met en capacité en fait de faire en sorte qu'ils soient ambassadeurs, et c'est toute une chaîne de valeur à travailler. Tu veux rajouter quelque chose, Frédéric? Non. Non, on va illustrer comment ça peut se passer, l'advocacy, que ce soit du côté collaborateur, et c'est par là que je peux commencer. Effectivement, donc les programmes ambassadeurs où on va solliciter des collaborateurs pour faire quelque chose au nom de l'entreprise, c'est assez puissant. Le premier sujet, c'est d'être au clair avec pourquoi on veut le faire. À quoi ça va servir? Ça va être quoi les objectifs de l'utilisation de ces ambassadeurs? Est-ce que c'est à des fins de recrutement? Est-ce que c'est à des fins de marque employeur? Ou même à des fins de valorisation des produits et des services? Je pense que vous connaissez tous l'exemple de Carglass qui utilise des collaborateurs internes pour valoriser ses produits. Donc voilà, donc clarifier pourquoi on a besoin d'ambassadeurs pour faire quoi. Et une fois qu'on a clarifié ce sujet-là, il y a quelques grands principes à mettre en place pour que ça fonctionne de manière efficace. C'est de partir sur la base du volontariat. Demander à des collaborateurs d'être ambassadeurs, ça ne peut pas être un exercice contraint et forcé. Ça nécessite aussi de former et d'accompagner les équipes. Et quand on dit former et accompagner, c'est donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est des outils, c'est des méthodes, et c'est aussi du temps. Et là encore, dans ces programmes d'advocacy ambassadeurs, dans la manière dont on utilise les collaborateurs en fonction de l'objectif qu'on a, ça va du plus simple au plus sophistiqué. Il y a des petites entreprises qui font ça avec les moyens du bord et qui font des choses très très bien, et puis après, il y a des grandes multinationales où il y a des programmes d'ambassadeurs avec des formations très sophistiquées. Donc c'est aussi, ça fonctionne pour tout le monde. Dans ce que j'en ai vu, moi, dans la partie advocacy avec les collaborateurs, il y a un double effet qui est hyper positif. D'abord pour les collaborateurs, ça leur donne les moyens de développer des nouvelles compétences, notamment, alors ça s'appelle maintenant le personal branding, et c'est comme ça qu'on en parle, mais ça leur donne des clés pour parler d'eux, et c'est très utile. Et puis, pour l'entreprise, c'est l'opportunité aussi d'être connecté avec des talents cachés. Vous avez dans vos équipes des gens que vous utilisez. Alors, comme on me l'avait dit à une certaine époque, on paye nos bras, mais pour le même prix, on a notre tête. Bon, c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est l'opportunité d'avoir accès aux talents cachés de vos collaborateurs, et c'est plein de bonnes surprises dans les deux sens, en fait. J'ai fait un petit focus sur la partie plus marketing, et je fais régulièrement là chez mes clients des formations, notamment sur LinkedIn. Il faut vraiment avoir en tête aussi que dans tout ce qui est communication externe, donc aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris une place très très importante, et que les pages entreprises, en fait les pages de marque, restent en fait des supports publicitaires en fait dans la tête des consommateurs, et que ce qui a de la puissance et de la portée, c'est de la communication de personne à personne. Et que quand vous avez des collaborateurs qui sont fiers de leur entreprise et qui sont engagés, ils sont
forcément plus enclin, notamment quand on est en B2B et sur LinkedIn, à aller porter en fait et aller transmettre, publier, republier, partager les communications d'entreprise, et que l'engagement de personne à personne est 8 fois supérieur à l'engagement qu'une personne va avoir vis-à-vis d'une marque. Donc déjà, vous allez chercher de l'engagement si vos collaborateurs sont actifs sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, l'audience de tous vos collaborateurs est bien supérieure à l'audience de votre marque, enfin, sauf quand on s'appelle Apple, quoique, même si quand on s'appelle Apple, c'est peut-être vrai. En tout cas, là, on met x10, mais ça dépend de la taille de votre entreprise, etc. Mais en tout cas, l'audience cumulée de vos collaborateurs est plus importante que la vôtre. Et comme cette audience cumulée est plus importante et que l'engagement est x8, si vous faites x10, x8, alors je ne sais pas s'il faut le faire en exponentiel ou en calcul simple, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a beaucoup à gagner. Et il faut bien avoir en tête, quand on se pose en fait avec tout le monde dit mais c'est évident, mais dans la réalité on l'oublie, c'est que le côté relationnel prend toujours le pas sur le côté transactionnel. C'est qu'à un moment donné, qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est l'émotion, c'est l'engagement, c'est l'expérience en fait qui fait la différence. C'est pas le fait d'avoir le bon bouton achat au bon moment. Les call to action, c'est important qu'ils soient au bon endroit, mais à un moment donné, si on n'est pas sur de l'engagement et de l'émotion, personne clique en fait. Donc voilà. Et cette symétrie en fait des attentions, cette expérience positive, c'est vraiment source de recommandations, de cooptation, de parrainage à tous les niveaux, que ce soit côté RH ou côté marketing et commerce. Pardon, Voilà. je te laisse la main. On aurait pu décliner d'autres exemples, mais voilà, dans le temps imparti, on avait décidé de faire un focus onboarding et sur cette partie de l'advocacy, programme ambassadeur entre guillemets clients et collaborateurs. Pour mettre en place ce type de symétrie pour travailler la symétrie des attentions clients et collaborateurs d'un côté, il faut qu'il y ait un alignement nécessaire parce que, bon, bien sûr, les frontières sont poreuses et les deux dimensions doivent travailler ensemble et c'est important de rassembler au sein d'un même écosystème, au sens large, tous ceux qui s'occupent de la partie RH, donc les RH elles-mêmes, mais aussi du management d'une manière un peu plus générale, et de l'autre partie, donc le commerce, le marketing, etc. Donc, tous ceux qui sont en lien direct avec le client ou tous ceux qui, directement ou indirectement, s'occupent des managers, ça mérite de travailler ensemble et de faire un point sur où on en est, donc d'où on part, c'est quoi nos intentions, de suivre les actions au quotidien et puis d'évaluer au fil de l'eau tous ensemble les actions menées. Dans ma dernière expérience professionnelle au sein de Kuehne + Nagel, on avait mis en place un comité où on parlait de l'expérience KN. Ça s'appelait le comité KN Expérience et on se retrouvait tous les mois, acteurs RH au sens large et acteurs commerce, clients au sens large, pour mesurer tout ce qu'on faisait en matière d'expérience de l'entreprise d'une manière générale. Et c'était assez efficace et ça a permis des ponts assez forts pour avancer dans un sens vertueux, entre guillemets. Ouais, et vraiment pour enfoncer le clou, ce que je constate, moi, au quotidien, c'est que, et ce que je constatais déjà avant quand j'étais en entreprise, c'est qu'en fait, on est tous tellement pris par l'opérationnel qu'on redescend toujours en silo. Ça fait des années et des années qu'on dit qu'il faut casser les silos. Et je ne sais pas si un jour on y arrivera, mais en tout cas, on est en silo sur nos dispositifs et l'efficacité de nos dispositifs. Et le fait de vraiment mettre en point de passage obligé ces moments de partage, c'est rarement fait parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et que ça se fait au détriment de l'opérationnel. Et pourtant, l'heure que vous allez prendre en fait pour poser en fait ensemble tous dans la même salle en fait sur cet alignement est une heure qui vous fait gagner beaucoup de performance et de cohérence et de cohésion. Et moi, j'aime vraiment travailler sur tous ces aspects en fait quand je suis avec mes clients, c'est que il y a un sujet de cohésion, il y a un sujet de cohérence et il y a un sujet de coopération. Et c'est ces moments-là en fait que vous institutionnalisez. Alors, est-ce que c'est au trimestre, est-ce que c'est au mois? En tout cas, c'est pas plus qu'au trimestre et c'est idéalement au mois. Ces moments de partage en fait qui vont faire la différence. Et ce que disait pendant l'exemple Futuroscope tout à l'heure, il parlait de CU, expérience client collaborateur unique. C'est en fait c'est le thème de cette réunion en fait. C'est le fait de mettre en commun, de partager. Et
en plus, dans le monde actuel, on est quand même tous très, je vais dire, impactés au quotidien par le télétravail, et que du coup, tous ces moments avant qui se passaient à la cafette, qui se passaient dans les couloirs de cohésion et de cohérence et d'entraide, en visio, ça n'existe plus en fait. Et du coup, il faut créer les moments en fait où on va être en partage et en empathie. C'est ce qui crée aussi la coopération, la collaboration, et ce qui crée un peu, c'est les vies ma vie en fait, de l'empathie des uns pour les autres, et qui fait que on va mettre l'entreprise en capacité d'être dans on va dire une spirale positive, et surtout le fait d'amplifier en capitalisant sur l'humain et sur la collaboration. Pardon. Et les limites et dérives. Ouais. Ouais, vas-y. Donc, symétrie des attentions entre ce qu'on fait pour les clients, ce qu'on fait pour les collaborateurs. On a vu l'intérêt de cette démarche en miroir. Bon, les limites et les dérives, c'est bien sûr d'être dans l'authenticité, la justesse, et puis que ce soit adapté au contexte. Attention à des surinvestissements inutiles. Il faut rester juste et pas en faire de trop. Comme les limites sont poreuses entre ce qu'on fait pour les clients, ce qu'on fait pour les collaborateurs, attention au risque de clientélisation des salariés. Par exemple, quand il y a sur les enquêtes, vouloir répondre trop aux attentes des collaborateurs, voilà, est-ce qu'on crée est-ce qu'on crée pas des attentes supplémentaires? Et puis, attention à la superficialité des initiatives et au people washing. Complètement. Voilà, il y a un vrai risque aussi là-dessus. Et juste pour finir, parce que là, on a fait vraiment on s'est attaché en fait clients, collaborateurs, mais en fait l'entreprise a d'autres publics. Quand on est côté marketing et commerce, par exemple, on a aussi tout ce qui est influenceurs, prescripteurs. Donc les prescripteurs en général, on y fait attention parce que c'est directement en lien avec le chiffre d'affaires et le business. Les influenceurs, pas toujours. En tout cas, on a vraiment envie avec Frédéric de parler aussi d'écosystème advocacy, c'est-à-dire que cette cohérence qu'on va avoir entre l'expérience client, l'expérience collaborateur, forcément aussi, elle va rejaillir sur l'expérience fournisseur, sur l'expérience influenceur, prescripteur. Et en fait, c'est le fait de mobiliser en fait ces collaborateurs en interne et de créer ces conditions rayonne ensuite sur toutes les parties prenantes de l'entreprise, et on va se mettre en capacité en tant qu'entreprise de pouvoir capitaliser sur la recommandation, la cooptation et le pouvoir d'influence de toutes les parties en fait de l'entreprise. Yes. Bien. Et donc effectivement, voilà, ce qu'on propose avec Violaine, c'est de faire bénéficier de nos deux expertises, d'une part RH et d'autre part business, pour accompagner des entreprises qui ont envie de travailler sur ces sujets-là, pour aller identifier d'où on part, où est-ce qu'on en est en termes d'expérience collaborateur, au travers d'analyse, d'audit, pour ma part, et puis Violaine de son côté, où est-ce qu'on en est en termes d'expérience client, pour aider des entreprises, vous par exemple aussi, à faire votre feuille de route là-dedans. D'accord. Et donc là, je vous mets dans le chat, pour ceux qui souhaitent, un lien vers un agenda partagé. Donc, on s'est organisé avec Frédéric pour libérer quelques créneaux communs. Donc, si vous souhaitez en discuter et aller un peu plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. En tout cas, on sera ravis de pouvoir faire l'exercice un peu macro avec certains d'entre vous, d'identifier en fait les sujets qui pourraient être pertinents dans cette démarche de symétrie client-collaborateur. Il nous reste 5 minutes. On espère avoir répondu enfin en tout cas avoir apporté un éclairage, et on espère le plus pratique et pragmatique possible, avoir donné des idées et des pistes de réflexion. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Donc là, vous pouvez tous ouvrir vos micros. D'ailleurs, ils sont peut-être déjà ouverts. N'hésitez pas. On est encore là quelques minutes avec vous.